Bonjour, vous êtes Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Millenia, un jeu de Auritis Leontaritis et Mike Georgiou, édité par Karma Games, qui nous propose de traverser les siècles et les époques, en fait, pour faire un jeu de civilisation, mais un jeu de civilisation uniquement par carte et par piste de développement. Il n'y a pas de prise de contrôle, de majorité, de zone et tout ce qui va avec, donc il n'y a pas de combat en tant que tel. Mais c'est juste, on va se développer à travers les âges, avec des choses qu'on va inventer, qui vont perdurer quelques années, quelques siècles, et puis après qui vont disparaître, remplacées par d'autres nouvelles découvertes, comme il est normal qu'une invention remplace une autre et que quelque chose disparaisse. Voilà, ça c'est vraiment l'idée, la bonne idée du jeu, c'est d'avoir cette progression, cette disparition des connaissances au fur et à mesure du temps. C'est un plateau proto encore pour l'instant, donc le jeu n'est pas encore édité au moment où il est filmé, donc vous avez encore ici un plateau de prototype, donc de règles ou des points de détail qui pourraient peut-être changer d'une manière ou d'une autre, comme les ressources qui est fournie ici, ou la couleur, ou un détail quelconque, mais globalement je pense que tout le jeu est ici. On se retrouve avec un plateau principal qui est une série de pistes en fait de développement, et donc on a des pistes de développement pour le commerce, pour l'argent, des trucs ainsi. Donc il y a une série de pistes, on a chacun ses marqueurs, on part de 0, on va jusqu'à 10 maximum, plus ou moins partout, qui va rapporter des points de victoire. Donc il y a un jeu de progression dans les connaissances qui se trouve ici, et ça c'est une grande partie du jeu, en fait on va combiner pour progresser là-dedans. On a ici une série de cartes qui sont des cartes de connaissances qu'on va récupérer au fur et à mesure du temps, des objectifs à chaque manche de combinaison de développement de connaissances. On va acheter des constructions ici, des habitations, un truc ainsi. On va avoir des merveilles de l'âge en cours et de l'âge futur, ainsi on voit un petit peu ce qui va arriver. Et on a ici des développements de sciences dans le plateau de jeu, et puis le niveau de la chance, on va dire ici, une série de cartes comme ceci. Au niveau joueur, on a très peu de choses, on a juste 2 cartes ici qui vont permettre de stocker nos bâtiments détruits au fur et à mesure du temps, juste pour les comptabiliser parce qu'il y a des possibilités de faire des points de victoire avec eux ici. On a 4 petites fioles qui nous permettront d'aller jouer sur les cartes de développement ici, et 4 marqueurs qui nous permettront d'aller chercher des cartes par ici, préparer nos actions. Donc c'est assez limité au niveau du joueur, mais il faut dire que le plateau prend déjà beaucoup de place, et donc en tant que tel, il ne fallait pas mettre de trop pour les joueurs, ça me semblait un petit peu normal. Voilà, une petite aide de jeu qui est super bien faite, en fait, qui va nous permettre de reprendre les différentes étapes de chaque tour. Et donc on va répéter 8 fois, parce qu'il y a 8 manches, il y a 8 époques à ce niveau-là. Et donc on va simplement resuivre ici les différentes phases. Il n'y a rien de compliqué, on est plutôt dans du jeu expert léger, intermédiaire, avancé, parce qu'il va prendre un certain temps. Mais par contre, au niveau des règles, c'est accessible très facilement. Après, il y a des combos. Bon, ça dépend de chacun. Soit. Ce qui est intéressant à dire encore avant de commencer à jouer, c'est que les cartes qu'on va retrouver dans le jeu, qu'on va aller chercher, ont toutes des durées de vie. Ces durées de vie sont liées aux informations qui sont ici. Donc on est à l'âge 1, et bien cette carte-ci, quand je vais la voir dans mon jeu, je vais pouvoir l'utiliser pendant l'âge 1, pendant l'âge 2, et puis après elle sera détruite. Donc les cartes, on va les prendre pour le pouvoir ou pour ce qu'elles font, mais surtout pour la durée qui va nous permettre de les garder, donc les utiliser le plus longtemps possible. Certaines vivent plus longtemps que d'autres, et on a ici par exemple une carte qui sera un bâtiment que je pourrais aller chercher, mais ce bâtiment il va vivre en 1, 2 et 3, donc je vais l'utiliser pendant plus longtemps avant de l'envoyer dans la zone nuit, donc dans cette partie ici, qui est le fait que le bâtiment n'est plus utilisé. Les fermes préhistoriques, elles ont une durée de vie un petit peu limitée, et à un moment elles seront remplacées par quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est super important, cette notion de durée des cartes dans le jeu. À la mise en place, on va définir un premier, deuxième et troisième joueur, ce qui va définir l'argent que vous avez, les points de victoire sur lesquels vous commencez, mais tout le monde commence à 10, c'est pas très grave, mais l'argent que vous avez, donc par exemple ici, je commencerai si je suis premier joueur avec 10 sous. J'ai aussi la possibilité d'avoir la carte premier joueur de l'action qui se trouvera ici, c'est-à-dire que le premier à jouer dans cette partie-ci, après les autres joueurs se tourneront toujours dans l'ordre horloger de la table. Et le deuxième joueur va lui avoir un petit peu plus d'argent, mais va avoir la tuile de l'architecte. Et donc c'est le premier à pouvoir acheter des biens par ici. Donc ça va être distribué à chaque joueur. Là, chaque joueur va avoir son argent associé. Je vais mettre l'architecte un petit peu de côté, c'est pas pour moi. Moi, je vais garder la tuile ici. Autre chose, cette tuile-ci me permet d'avoir un cadenas ouvert. Le cadenas ouvert, c'est-à-dire que ça va être l'accessibilité à l'action cadenas ici plus tard. Donc ce sera super important, mais sachez qu'à la première manche, tout le monde a un cadenas ouvert sur chacune de ces cartes.
Alors, faisons donc le tour des différentes actions. La première chose, c'est le setup. Dans le setup, c'est la mise en place, c'est tout ce qu'on a fait au début du jeu. C'est assez simple, vu qu'on sait qu'on va mettre 4 cartes ici par zone. Il y a 2 cartes ici qui sont des cartes bloquées, c'est-à-dire qui sont manquantes, parce qu'il n'y avait que 14 cartes à placer et il y a 16 espaces. Donc on va avoir 2 cartes ici qui sont bloquées. Et ces cartes-là, de manche en manche, elles vont glisser de haut en bas. Donc elles vont chaque fois changer de position. Donc en fait, celle-ci descend de 1, celle-là remonte au-dessus, donc ça va tourner comme ça, mais globalement, elles vont glisser vu qu'elles sont assises. Ce tiré au hasard, c'est juste pour bloquer certaines zones. J'ai une mise en place ici pour 3 joueurs, ce qui veut dire que certaines zones comme ici, qui sont indiquées pour jusqu'à 4 joueurs, ne seront pas accessibles, mais ça vous avez l'habitude. Le reste de la mise en place, 2 maisons comme indiqué ici, 2 maisons, 2 maisons, 2 merveilles de l'âge supérieur, donc ce sont des merveilles ici de l'âge 2, tandis que là ce sont des merveilles de l'âge 1. Donc comme j'ai dit, c'est pour savoir ce qui va arriver. Et 2 cartes de commerce ici, les cartes oranges qui se trouvent là-bas. J'en ai mis sur 3 emplacements, pas sur le 4e, vu qu'on n'est pas 4 joueurs. Voilà, mise en place très simple, habituelle. Ça, je ne me tracasse pas pour vous pour ça. Voilà pour la partie 1. On arrive ensuite au drafting, la partie 2. On va pouvoir placer, à partir du joueur qui dispose de cette tuile-ci, chaque joueur va pouvoir placer à son tour un de ces marqueurs-ci sur une des cases disponibles ici. Alors les cases les plus standards sont ces cases-ci parce qu'elles vont aller chercher directement une des cartes disponibles. Donc je vais me placer ici par exemple et paf, je prends une des 3 cartes, vu qu'il n'y en a que 3 ici, vu que celle-là n'est pas une carte à récupérer, que je vais pouvoir aller prendre. Quand je vais faire ce choix-ci, ça va se baser sur plusieurs choses. La première chose, c'est l'argent que je vais en tirer. Chaque carte ici vaut 5, 4, 3 ou 2. 5, mais seulement si j'ai un cadenas ouvert, ce que je disais, c'était l'importance d'avoir un cadenas dans le jeu. Alors on en a au départ, et certaines cartes comme celle-ci, par exemple, vous donnera le cadenas ouvert. D'autres cartes sont spéciales, c'est la carte qui va vous permettre de récupérer l'architecte, le petit symbole de l'architecte, ainsi que la carte qui va vous permettre de récupérer la carte du premier joueur ici. Donc, quand je récupère le premier joueur, si je décidais d'aller ici pour prendre cette carte-ci en tant que premier joueur, ça veut dire que je récupère ce marqueur-ci de premier joueur, mais ça va aussi donner de l'argent au joueur 3 et au joueur 4 si on était 4 joueurs, donc au joueur 3 quand on est à 3 joueurs. Donc si c'est moi qui le prends, le 3e joueur aura 2 sous, si c'est moi qui ai pris cette carte-ci, qui donc récupère ce jeton-ci. Donc c'est possible que ce soit moi qui récupère ceci en jouant mon jeton là-bas. Les autres joueurs vont faire pareil, vont aller placer leur marqueur quelque part. On peut aller au même endroit plusieurs fois. Donc ces 2 cartes-ci vont partir chez les autres joueurs. Puis me revoilà à jouer, je vais pouvoir à nouveau me remettre à un autre emplacement. L'autre chose qui va m'intéresser et qui va me guider dans l'achat de mes cartes, ça va être pour répondre à la demande de commerce qui se trouve ici, qui va être dans la phase C du développement. Il faudrait essayer d'avoir ces 2 symboles-ci pour disposer du bonus de commerce. On verra c'est quoi dans un instant. Et donc pour aller chercher ça, je vais aller chercher des symboles spécifiques. Si je veux ceci, eh bien il me faut l'épi, donc je l'aurai ici. Ok. Je vais laisser les autres joueurs se positionner quelque part, genre comme ceci, comme cela. Il y en a un qui prend ça, l'autre qui prend ça. Hop, ces 2 cartes là disparaissent aussi pour moi. Et l'autre carte dont j'aurais besoin, je me rends compte qu'en fait elle est déjà partie. Mais donc je dois me débrouiller autrement. On va partir sur peut-être ce symbole-ci et en espérant que les autres me laissent. Puis celui-là va prendre plein d'argent, celui-là va récupérer quelque chose là-bas. Ça et ça partent aussi et chance, je peux aller récupérer le 2e symbole que j'ai besoin, à savoir l'arc. Et donc je me retrouverai avec les 2 symboles nécessaires. L'orange, donc la poste, et l'arc, qui sont les 2 symboles demandés dans cette partie-ci. Voilà, j'ai été faire mes placements, les autres joueurs continuent, ils pourraient même aller dans cette partie-ci en bas, si on verra un petit peu de quoi il est question tout à l'heure. Donc on va chercher des cartes ici. Ici, la partie basse, ça va être pour un petit peu plus tard, ça va être pour une autre partie du jeu, où je vais avoir des avancées dans les pistes. En fait, c'est le symbole de la piste ici, ça va permettre ici de faire une avancée de 1, et donc on a une série de symboles ici, on les reverra tous, ça ira assez vite, mais on passera vite dessus tout à l'heure quand on fera les développements ici. C'est terminé, tout le monde a placé ses jetons, la phase B est finie, on va passer à la phase C. La phase C, la prospérité, c'est très simple, on va voir est-ce que dans mes cartes, que j'ai de cette phase-ci, parce que j'ai été les chercher ici, ou que j'ai de la phase précédente, de la période précédente, mais qui vivait encore, donc qui était disponible dans mon jeu. Par exemple,
en phase 2 et en phase 3, je garderai toujours cette carte-ci. Si elle servait pour faire une combinaison, ben, je pourrais l'utiliser. Je ne dois pas absolument utiliser celle que j'ai prise à cette manche-ci. Donc, j'ai les deux symboles demandés ici. Je vais donc pouvoir avancer de 1 dans la piste de prospérité. Donc, hop, je m'avance de 1 ici. Et je vais ainsi, chaque manche, si j'ai répondu à au moins un des symboles demandés, avancer de 2. Alors, la carte ici orange est un petit peu spéciale parce que si en plus j'ai validé une des combinaisons demandées, c'est le cas ici, j'ai 3 sous. Et donc j'ai 3 sous. Si jamais j'avais validé 2 combinaisons, j'aurais encore eu 3 sous supplémentaires, donc j'en aurais eu 6. Tandis que si j'avais validé 2 combinaisons ici, en combinaison de cartes, je n'avançais malgré tout que de 1. Donc c'est maximum une avancée ici, mais la carte orange c'est un bonus qui me permettra d'avoir des sous par combinaison que j'aurais validée. Voilà, ça c'est fait, j'ai mes cartes ici qui sont disponibles et que je vais donc pouvoir utiliser. Certaines juste pour une année, pour un âge, comme la rouge ici, celle-là pour 2, celle-là pour 3, celle-là pour 2, hop, j'arrange ainsi, ça me donne une petite idée de leur durée de vie. Phase D, on arrive à la phase de récolte de l'argent. Ben, chaque joueur va récupérer l'argent par rapport à ce qu'il a mis. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai 2, 5, encore 3 ça fait 8 et 4 ça me fait 12 sous. Je vais récupérer donc 12 en argent ici. Voilà, chaque joueur va faire pareil. Tout en se rappelant que pour toucher ici les 5 sous que le gris pourra avoir par jeton, donc avoir 15 potentiellement ici, il a besoin d'un cadenas ouvert que l'on a au début du jeu, donc il toucherait bien ces 15. Ces deux jetons ici ne sont pas des jetons qui rapportent de l'argent, on attend plus tard pour les utiliser. Fin de la phase de revenu, rien de compliqué. Arrive la phase de construction. La phase de construction, comme j'ai dit, le joueur qui a ce marqueur-ci va être le premier joueur au niveau de la récupération des constructions. Donc c'est logiquement le joueur 2 de la première manche, sauf si quelqu'un avait pris cette carte-ci. C'est pas le cas, donc il ne l'a pas tourné. C'est le deuxième joueur qui va être le premier à choisir et donc il va pouvoir dépenser son argent. Le prix d'achat des cartes se trouve ici au-dessus. Dans toutes ces cartes-ci, donc les merveilles ou les cartes de construction ici, et on va pouvoir les prendre. La différence, c'est que les merveilles, c'est des points de victoire de fin de jeu. Il y a des conditions de fin de jeu au niveau des points de victoire. Ici, par exemple, on va multiplier par 2 la hauteur de notre arrêt dans la piste bleue ici. Là-bas, on va avoir 3 points de victoire par invention qu'on aura été faire. Donc, ce sont des choix. On va pouvoir dépenser l'argent ici. Pour le reste, on a des cartes brunes, on a des cartes vertes. La seule différence, c'est l'endroit où elles vont être vraiment stockées ici. Mais sinon, ce sont des pouvoirs qui vont être associés à une série d'actions dans le jeu. Alors, on a par exemple ici une carte brune qui dit simplement « J'ai droit au petit cadenas » et j'aurai le petit cadenas du 2, 3 et 4e manche. Donc, je vais l'avoir pendant plus longtemps. On va avoir des cartes qui disent « Ah ben, quand j'avance dans la piste mauve, je gagne 2 points de victoire et je ne dois pas la taper parce que toutes les cartes qu'on va utiliser auront un usage unique. Donc, je l'utilise qu'une seule fois à chaque manche. Et on va avoir une série de cartes ainsi qui vous donnent des pouvoirs. Je ne vais pas faire le tour de toutes les cartes. Ce n'est pas très important à ce niveau-là. C'est seulement de savoir qu'on va pouvoir faire des choses avec. Donc chacun va dépenser ses sous. Les 2 joueurs avant moi vont peut-être prendre ceci. Et puis après, on va se retrouver à la possibilité, moi, d'acheter quelque chose. Admettons que je vais acheter ceci pour 8. Voilà, je dépense à 8. Et on continue. Les autres joueurs vont pouvoir continuer à acheter. Moi aussi, si j'ai envie de continuer à acheter, je continue à acheter. Si je m'arrête, je m'arrête. Quand tout le monde s'est arrêté, fin de la phase de construction, on a juste été préparer ses actions. Vient ensuite la phase d'action, la F, où on va justement dépenser et combiner nos symboles. C'est-à-dire que nos symboles de jetons ici, les marqueurs que l'on a ici sur le jeu, eh bien on va les combiner pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être des avancées sur la piste ici, ou l'utilisation de mes cartes. J'ai été prendre par exemple une carte qui dit que si j'ai ce symbole-là, bon, je ne l'ai pas, mais il est là-bas, eh bien je pourrais dépenser une fois ce symbole-là pour avancer de 1 dans la piste mauve. C'est le genre de choses que je vais pouvoir faire. Ici, en dépensant le marqueur jaune et un de ces 2 marqueurs-ci, on avancera de 1 dans cette piste-ci. Cette piste-ci, c'est une piste d'argent. Quand on touche en argent ici, on ajoute, il y a une petite main en dessous, on ajoute la valeur qui est indiquée sur le chiffre. Toutes ces pistes-ci, quand on va avancer, il va y avoir des bonus qu'on va pouvoir toucher. Quand on va arriver ici, par exemple, on va avancer de 1 dans la piste brune ici. Donc, on va avoir des bonus au fur et à mesure des avancées. Ces bonus-là ne disparaissent pas.
ils sont tout le temps disponibles, c'est-à-dire que si un autre joueur arrive dessus, il gagnera aussi le bonus, donc c'est pas le premier arrivé, et on va juste progresser. Et voilà, c'est tout le temps le même principe. Et quand on avance ici, on peut éviter d'avancer, dire moi j'avance pas, mais par contre je prends 8 sous, l'argent qui permettra d'être dépensé ailleurs. Là, il faut aussi l'or, donc le jaune, et 3 symboles parmi ceux-ci. Je vais avancer, je vais toucher 3 points de victoire et 3 sous, et je vais avancer ici. Cette piste-ci est une piste qui va me permettre de faire des économies sur les achats des merveilles. Donc 2, 4, 6 ou 8 sous d'économie sur l'achat des merveilles. En parlant d'économie, je n'ai pas précisé, mais le premier joueur, celui qui a ce marqueur-ci, peut une fois sur la manche faire une économie de 3 sous dans l'achat d'un bâtiment. Donc, pas d'une merveille mais d'un bâtiment. Uniquement cette partie-ci. Voilà, c'est le même principe ici. J'ai besoin de ces deux symboles-là pour avancer. La spécificité, c'est que ici, je vais devoir choisir si je vais faire la guerre ou pas la guerre. Si je vais du côté de la paix, je vais avoir des chiffres qui vont monter jusqu'à 10, sinon je vais cantonner à 5. Et ces zones-ci vont me donner des avancées sur les pistes autres ou vont m'obliger à dépenser de l'argent pour continuer à avancer. À chaque fois qu'on arrive au fond d'une piste, on gagne un bonus spécifique qui sont une série d'icônes que l'on retrouve dans le jeu, donc je ne vais pas trop me tracasser dessus. La piste de la guerre est un petit peu spéciale. On a donc deux manières d'avancer au niveau de la guerre, avec ces symboles-ci qui font avancer que de 1 ou cette combinaison qui permet d'avancer de 3. Et on va avoir des gens qui vont avancer avec des valeurs différentes. Je le mets comme ceci, on en parlera plus tard. Sachant que pour aller ici, il faudra libérer l'option de la piste de la guerre qui sera ici. Donc il faudra arriver au niveau de la population jusqu'à 6, ce qui fait qu'il y a assez de personnes pour aller faire la guerre et qui permettra alors d'arriver ici. Et quand on est sinon ici, qu'on continue d'avancer, on gagne chaque fois 2 sous. Quand là-bas, quand on continue d'avancer, on gagne chaque fois 3 sous. À nouveau, des symboles spécifiques pour avancer ici, il n'y a rien de neuf, toutes des icônes ainsi globalement connues. Alors ce symbole-ci, on le retrouve aussi ici, c'est le fait d'avoir une carte. En fait, c'est une sorte de symbole joker. Je la prends, elle est utilisable pendant une manche et en fait, ça remplace n'importe quel symbole nécessaire. Donc si par exemple j'avançais de 1 ici, je pourrais avoir cette carte-ci qui me permettrait alors d'activer le fameux symbole que je n'ai pas ici. Et donc on va combiner nos cartes ainsi au fur et à mesure du temps. Même principe ici pour avancer, donc ça ne change rien du tout. Alors là, on est dans une zone un petit peu plus spécifique. On va aller cumuler des points de potion. Des points de potion qui vont me permettre d'avoir un achat ici d'une des actions avec mes potions. Donc les points de potion, selon les symboles que je donne, je vais en avoir plus ou moins de manière importante. Le plus intéressant serait de mettre ces 3-ci qui me permettraient d'avoir 6 points, mais je peux mettre ces 3-ci et activer aussi celui-là et ça me ferait potentiellement 8. Avec ces points-là, je vais donc choisir ce que je veux avoir. Ben là, pour 3, on a une avancée dans la guerre et 2 points de victoire. On a 5 sous et 5 points de victoire. Ou on a la possibilité de mettre nos fameuses fioles ici en dessous. Et ces fioles-ci, on les place une seule fois à un endroit quand on le met. Donc on a une place pour chacun, il y a 4 fioles. Et quand on l'aura fait, on va pouvoir les utiliser une fois par manche, souvent, à un moment ou à un autre. Ici par exemple, si je faisais ma potion là-bas, à chaque fois que je ferai une avancée dans l'orange, eh bien je toucherai simplement 3 sous. Donc je vais avoir pour chaque carte des bonus différents, des options qu'on va changer ainsi de partie en partie vu qu'on va tirer dans une série de cartes. Voilà, donc là je vais développer mes possibilités. La petite ampoule ici, si je dépense 10, c'est 14 points de victoire, mais une symbole ampoule, c'est ici, je fais une des actions qui se trouvent là. Ces actions qui se trouvent là, elles sont assez simples, comme j'ai dit. Une avancée par exemple dans le jaune, une avancée dans le bleu, 2 avancées dans le rouge éventuellement, dans le vert, dans le mauve. Ici, ça me permet d'avoir un bonus de plus 3 quand je fais l'action ici, donc quand je dépensais mes symboles pour faire ces actions-ci. Et là-bas, ce serait un symbole au choix. C'est le seul qui est multiple. Tous les joueurs peuvent y aller pour aller chercher un symbole qu'ils n'auraient pas, qu'ils auraient absolument besoin. Il y a aussi la possibilité pour 7 sous d'aller chercher une carte ainsi manquante. Donc, si je voulais absolument faire ceci en dépensant 7 sous que j'aurais, je pourrais aller chercher cette carte-ci qui me permettrait de valider ça. Je vais pouvoir dire que je vends une carte, c'est-à-dire une carte, un symbole que je n'aurais pas utilisé, je récupère 2 sous avec. Je peux faire du 2 pour 1, dire ces 2 symboles-là, je les transforme en symboles que j'ai besoin pour faire ceci. Et puis, pour ces 2 symboles-ci, l'éclair et la lettre, je peux alors piocher 2 cartes mystères. Et dans ces cartes-ci, j'en garde une.
je la garde, je la joue plus tard, je la joue tout de suite, c'est comme je veux. Si je la joue pas pour le pouvoir qui est indiqué, ici c'est une avancée en mauve et 3 sous, je peux l'utiliser pour 3 sous ou 2 points de victoire. Et c'est idem ici, quand je joue, je fais une avancée dans la couronne, je fais une avancée supplémentaire et je gagne 3 sous. Voilà, je vais choisir ici quand je fais cette action-là. Et comme j'ai dit, ces actions-là, eh bien, je les fais en combinant les symboles que je me retrouve ici avec ma gestion. Ben, par exemple, ici, je peux dire j'ai les 2 symboles de combat, eh bien, je les tape tous les deux, ça me fait faire 2 avancées. Voilà, j'étais à 0, hop, j'avance à 2 ici. Il me reste ceci qui tourne là-bas, il me reste là qui me permet d'aller ici éventuellement. Et si je décide d'en faire rien du tout, eh bien, je les utilise tous les deux, je les tape tous les deux pour dire que je les utilise, pour faire du 2 contre 1, pour faire ce symbole-ci qui m'est nécessaire pour avancer en mauve. Et donc, je l'utilise aussi, je le tape et j'avance aussi en mauve qui me rapporte 5 sous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On tape au fur et à mesure qu'on a utilisé tel ou tel symbole. Et donc, on va utiliser tous nos symboles. Tout ce qui nous restera qu'on n'aura pas utilisé en symbole va être récupéré en argent. C'est très simple. C'est très simple, mais il faut combiner. Et ces combinaisons, elles se préparent quand on réfléchit au choix de ces cartes, quand on réfléchit à ces achats ou les achats disponibles, on réfléchit un petit peu à tout ce qu'on va essayer de cumuler et maximiser l'un avec l'autre. Une fois que chaque joueur a été faire sa phase d'action, on va arriver à la guerre. La guerre, on va regarder cette partie-ci. La première chose, c'est qu'on va réduire le score du plus faible et le remettre à 0. Donc, tout le monde va être décalé de la même valeur. Ici, le plus faible, c'était le blanc. Il va arriver à 0. Et donc, tout le monde recule de 2. On garde la même proximité de chacun, mais on descend simplement sur la piste pour ne pas avoir une piste qui augmente, qui doit nécessairement aller très très loin. Ainsi, on va chaque fois reculer ainsi. Si les gens étaient tous avancés et qu'il y avait déjà quelqu'un à 0, personne ne recule. Mais donc, on va toujours redescendre par rapport au plus faible. Ensuite, on va gagner des points de victoire par rapport à la position où on est et la position des adversaires. C'est-à-dire que celui qui est le plus avancé, c'est très simple, il est sur 2, il gagne 2 points de victoire. Celui-ci, il est sur 1, il gagne 1 point de victoire, mais il a une personne plus forte que lui. 1, moins 1, 0. Ici, on est sur 0 point de victoire, mais 2 personnes plus fortes que moi, 0, moins 2, moins 2. Pour ça qu'on commence à 10, pouvoir redescendre derrière par rapport à la guerre. Et ainsi, on va avancer. Ce qui veut dire qu'évidemment, si quelqu'un reste à 0 et ne s'est pas intéressé à la guerre du tout, les autres joueurs vont faire beaucoup de points de victoire, ils vont vite décoller, tandis que lui va jamais perdre que 2 points. Mais la différence est importante. Donc la guerre reste quelque chose qui est très important dans le jeu pour ne pas se faire distancer, pour pas avoir quelqu'un qui part très très loin très facilement, parce qu'une fois qu'on est monté très haut et que quelqu'un reste à 0, on ne descend pas. Donc il n'y a pas besoin de mettre de l'énergie à rester guerrier au fur et à mesure du temps. Vient déjà la dernière phase, la phase de upkeep. On va nettoyer nos cartes, c'est-à-dire que toutes les cartes qui ne sont valables qu'à l'âge en cours ou jusqu'à l'âge en cours, l'âge 1 pour l'instant, eh bien elles vont aller à la défausse. Donc cette carte-ci qui n'est valable que l'âge 1, je la perds tout de suite. Toutes les autres ont un âge 1 ou 2 et donc je les récupère, c'est-à-dire que je les remets disponibles, donc je les détape et je pourrais encore les utiliser à la manche suivante. À la manche suivante où je pourrais utiliser leur symbole pour les cumuler avec une demande éventuelle. Donc c'est possible par rapport à ceci. On va nettoyer tout le reste, on va retirer tous les buildings ici qui n'ont pas été pris, ils partent à la défausse. On va retirer aussi la merveille qui n'a pas été prise. On retire toutes les cartes qui n'ont pas été prises de cette partie-ci. On va retirer toutes les cartes de cumulation de symboles qui ont été demandées ici au-dessus. Voilà. Et puis, comme on a tout retiré, on va se retrouver à la phase de préparation. Alors ici, hop, on glisse ces 2 cartes-là vers le haut et on va prendre les cartes de l'âge 2 et on va recommencer la manche. Et donc, on repart sur le setup où on remet toutes les cartes nécessaires comme c'était précédemment le cas. Donc, on va avoir 4 cartes dans chaque ligne. Voilà. On va remettre ici les 2 cartes nécessaires pour savoir quelles sont les valeurs demandées dans cette phase-ci. Si jamais je n'avais plus de cartes ici, je reprends celles qui ont déjà été défaussées, je remélange et je repars sur une nouvelle valeur. Je descends les 2 merveilles de l'âge que je voyais déjà à l'avance et je remets 2 merveilles nouvelles pour l'âge 3 que l'on voit ainsi à l'avance aussi. Et je remets des nouvelles maisons, celles de l'âge 2. Ça ne change pas, ça ne change pas.
je passe à l'âge 2 et je suis prêt, ma manche est prête, on repart sur le drafting en commençant par le joueur qui a ce marqueur-ci. On verra les symboles qui se trouvent ici ensuite, on touchera son argent, on achètera des cartes, on combinera nos cartes, on fera la guerre, on fera le nettoyage et on repart ainsi chaque fois sur une nouvelle manche. Donc voilà, au niveau des règles, il n'y a rien de compliqué. Le vainqueur sera évidemment celui qui aura le plus de points de victoire de manière globale. Et à la fin du jeu, on va avoir des points de victoire supplémentaires. Évidemment, on va comptabiliser les points de victoire selon les emplacements où on est positionné ici. Donc la position ici va faire des points de victoire. Ici, on va faire des points de victoire directement. Pour ici, c'est un petit peu spécial. On va, comme indiqué ici, multiplier la position où on est ici, par exemple. Hop, 3 x 5, 15 points de victoire. On a les points de victoire des maisons et des merveilles que l'on pourra avoir. Donc les maisons qui sont des maisons orange comme ceci, on va avoir des points de victoire si j'ai la demande. Si je suis au moins à 3 dans la zone commerce et au moins 1 en fin de jeu dans la zone guerre. Par exemple, j'aurai des points de victoire. On a les points de victoire de tout ce qui est au niveau des merveilles qu'on aurait fait l'acquisition. On va avoir les points de victoire des cartes qu'on n'aurait pas jouées. Chaque carte qui n'est pas jouée ici, c'est 2 points de victoire vu qu'on ne l'a pas utilisé dans le cours du jeu. Et 7 sous égale 1 point de victoire. On a un total, on a un vainqueur. C'est assez simple à ce niveau-là. À la dernière manche, par contre, on ne redescendra pas les marqueurs ici, parce qu'il y a parfois des objectifs d'être à une valeur X ou Y, comme ici on a une valeur de 1 minimum, mais pour avoir les points de victoire associés. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué dans Millenia. Ce qu'il y a, c'est que la gestion de je vais choisir ici, pour la combinaison là-bas, pour aussi me projeter par rapport à ce que je compte acheter ici, avec le fait que j'ai besoin d'argent, donc je vais me positionner plus ou moins haut ici, je voudrais avoir des bonus directs, je voudrais me projeter de faire telle ou telle action, comme par exemple, si j'arrive à avancer de 1 ici, je pourrais avancer gratuitement de 1 là-bas, parce que c'est le bonus d'avancer, qui me donnera ceci, qui me donnera ça, voilà. Donc c'est un petit peu tout ça, qui est un petit peu long dans le jeu, et qui fait que ça prend un certain temps. Ce positionnement ici, ce positionnement là-bas, et toute la réflexion, fait qu'on prend, allez, vite, un quart d'heure par manche, mais un quart d'heure par manche, il y a 8 manches, on se retrouve quand même sur un jeu qui fait 2 heures et plus, sachant qu'il y a aussi du nettoyage, qu'il y a aussi du rangement et tout ce qui va avec. Donc, et un quart d'heure par manche, c'est pas tant que ça si on est 4 joueurs en fait. Ce qui fait que c'est un jeu qui est un jeu plutôt intermédiaire, donc plutôt connaisseur ou expert léger, parce qu'il y a quand même des gestions de combinaisons, parce que si on joue ça vraiment en dilettante, on va avoir des explosions de points de victoire différentes entre les joueurs, même ainsi. Mais par contre, il y a vraiment une belle réflexion derrière, mais qui peut prendre du temps. Et ce temps-là, il faut savoir le prendre, qui veut dire que si on joue plutôt à 2 joueurs, on aura plus de rapidité, le jeu sera beaucoup plus souple au niveau du temps de jeu que 4 joueurs, on va effectivement exploser les durées. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu son problème. L'autre chose que l'on se rend compte dans les parties, c'est qu'en fait, il y a moyen d'arriver au maximum pratiquement dans toutes les pistes. C'est pas une chose impossible, c'est une question de combinaison, de bien jouer et bien gérer ces trucs. Mais du coup, il n'y a pas, je vais faire le choix d'aller sur telle piste plutôt que telle autre, et dans mon jeu, je sais que celle-là, je l'abandonne. Non, il y a moyen franchement d'avancer sur l'ensemble, et pratiquement être à 10 pratiquement partout. Donc, ça c'est peut-être parfois la facilité ou le trop de facilité apportée par le jeu. Et les points de victoire qu'on va avoir ici au fond sont très importants. Quand on avance, on va à chaque fois avoir des points de victoire complémentaires. Donc c'est aussi super balèze par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment une question de qualité de joueur et d'arriver à faire beaucoup de choses. 8 manches, c'est peut-être beaucoup pour moi, mais on ne les sent pas trop passer parce qu'en fait, on réfléchit tout le temps. Donc le temps est là, on le prend. Mais si vous êtes dans la frange de joueurs qui a beaucoup de cartes et qui donc va avoir beaucoup d'options, ben vous allez réfléchir beaucoup plus à faire ce que vous allez faire comme action. Mais quand quelqu'un n'a que 3 cartes et fait juste 2 actions basiques, il va jouer très vite, du coup il va vous attendre. Et ça c'est un petit peu la différence de temps de jeu et de ressenti au niveau du jeu qui va vraiment varier par rapport à un joueur et à un autre. Voilà. Sinon, dans cette gamme-là, ben, il fonctionne très bien et permet de faire des développements de cartes. Ceux qui adorent les combos de cartes, ainsi, ben, je pense, trouveront effectivement leur pied. Donc c'est un jeu qui est parti en Kickstarter et qui arrivera, ben, j'imagine, en boutique. Je ne sais pas s'il sera en français, en anglais d'ici là. C'est un petit peu trop tôt pour tout ça, mais qui sait. Vraiment agréable à jouer, même si ce ne sont que des pistes au niveau des avancées. Mais on combine, on fait des choses, on réfléchit, on change.
Les cartes varient d'une partie à l'autre, donc il y a à chaque fois une renouveauté, même si on apprend que certaines cartes sont beaucoup plus fortes que les autres, donc on va parfois foncer dessus. Voilà, vous savez tout sur Millennia. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu! Expert Game Award, le trophée on le veut. Expert Game Award, à ce jeu on met les dieux. Les stratégies se